retrouve le bon truc, hop, ici. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler un peu de la puissance mutagène des technologies blockchain. Et clairement, les tokens et la tokenisation de manière un peu plus large sont au cœur de cela. On a prévu 1 heure ou même 1 heure et demie, je crois. Je crois qu'il y a eu quelqu'un qui a été très large comme ça sur le temps. On va essayer de le faire tenir à peu près en 3/4 d'heure pour que vous puissiez poser des questions et que je puisse y répondre comme ça à la fin. Le point pour rappel, je ne vais pas rentrer forcément dans trop de détails. Attendez, ça on ne va pas le revoir. Ça, on l'avait vu la semaine c'était le 27 avril, donc ma dernière présentation. On avait déjà couvert tout ce qui était l'arbre généalogique et les technologies des blockchains, la learning curve et les courbes de maturation, les distinguos qui étaient à faire entre les crypto-monnaies et les NFT. On avait un tout petit peu critiqué les NFT, la propagation qui était en cours. On avait beaucoup parlé des CBDC, Central Bank Digital Currency. Et puis, je vous avais parlé d'une solution en fait, pour verdir le Bitcoin. Je vous rappelle qu'une transaction Bitcoin, ça peut prendre une centaine de kilowattheures actuellement. Donc, ça fait un tout petit peu beaucoup par rapport à la volumétrie financière qu'il y a. Et puis, on avait aussi parlé du rendez-vous manqué de la France avec la blockchain. On aurait pu être la blockchain nation il y a 4 ans et on a loupé un peu le coche à ce moment-là. Ce sur quoi on va... Donc ça a été enregistré, hein, je crois, David. Et Absolument. voilà. Alors oui, si tu fais bien le souligner, en fait. Enregistré, c'est sur aujourd'hui, donc disponible sur le channel YouTube de Blockchain HEC. Et sachez qu'on est en train de préparer un site web qui centralisera à la fois les vidéos et les supports. Donc il est en cours de préparation, bientôt live, et on vous avertira donc très rapidement de son go live. Parfait. Donc voilà à peu près ce qui a été couvert. Hein. Donc si vous avez envie d'approfondir un des points, vous n'hésitez pas, vous regardez la vidéo ou alors vous m'envoyez un mail et enfin voilà, et on peut discuter ensemble. Je vous avais mentionné la dernière fois les 5 grandes fonctions de la blockchain, à savoir la certification de documents, tout ce qui concerne la traçabilité, la certification et la protection de process, les plateformes distribuées d'échange. Et puis, on avait mentionné la tokenisation ou la fabrication d'actifs digitaux. Donc, ça va être un peu le focus de cette session. Initialement, on n'avait pas du tout prévu de faire cela, enfin, quand on avait parlé il y a un mois, et j'ai eu pas mal de retours, ainsi que David, sur cette question-là de tokenisation qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est vraiment centrale par rapport à tout le mouvement blockchain tel qu'il a pu émerger, naître avec le Bitcoin donc en 2009 là maintenant, et qui a pu s'accélérer en fait avec ce qu'on appelle la blockchain et qui est un tout petit peu plus large que la blockchain. Et puis le dernier point, c'est la transformation de ces tokens en coin. Donc là aussi, je vais essayer de vous donner une cohérence par rapport à tout ça. La dernière fois, on n'avait pas eu l'occasion de le faire, mais je vais quand même revenir là-dessus parce que toutes les personnes que je rencontre ou les formations que je peux donner sur la blockchain, à chaque fois, il y a je dirais, on reste à un niveau très, un tout petit peu superficiel sur blockchain. On a compris que c'était des registres distribués en fait et autres, mais quand je pose la question pourquoi ça s'appelle blockchain, j'ai pas tout le temps la bonne réponse, alors que vraiment, là aussi, c'est un peu au cœur du réacteur. Donc pour cela, j'ai fait une charte qui résume la genèse en fait du Bitcoin. Alors elle semble un tout petit peu compliquée, mais c'est le seul moment pendant notre heure ensemble, on va ouvrir le capot et regarder un tout petit peu comment fonctionne le moteur. Et je pense que ça vaut la peine parce que c'est un peu ça qui sous-tend actuellement toutes les crypto-monnaies, toute la confiance que l'on peut avoir dans les actifs digitaux et numériques, puisque la confiance que l'on peut accorder à l'État a été transférée en fait à une méthodologie, un algorithme, une méthodologie de certification des transactions qu'il y a pu y avoir. Donc ça, c'est ce qui a été lancé par Satoshi Nakamoto avec le bloc Genèse en 2009, donc le 3 janvier, et qui montrait que, enfin voilà, qui a inventé un tout petit peu cette méthode-là, exactement, qui a fait la synthèse d'une trentaine de technologies qui existaient déjà.
Donc le principe est très simple, c'est vous prenez à peu près une vingtaine, centaine, 2000 transactions. Toutes les 10 minutes, vous rassemblez toutes les transactions de cash ou d'informations qui ont pu être faites à la surface de la planète et vous fabriquez ce qu'on appelle un bloc et qui a donné le nom blockchain. Ça, c'est la partie du bloc. Et ce bloc, en fait, a été crypté et il se trouve qu'il y a une valeur additive de ce chiffrement qui fait que quand on additionne ces 2000 pages, on superpose ces 2000 pages les unes avec les autres, on arrive à une nouvelle clé, à ce qu'on appelle un hash en crypto, et qui est un peu comme une énigme qu'il faut résoudre. Cette énigme est envoyée à toutes les personnes dans le monde qui souhaitent participer au minage et qui sont récompensées par 6 bitcoins toutes les 10 minutes. Et il y a une sorte de course de vitesse qui est lancée pour les 10 minutes à venir. Et le premier ou les premiers qui arrivent à résoudre… Je suis en train d'écouter une conférence sur le bitcoin et la crypto et la tokenisation qui est faite par un ponte d'HEC que Jean-David m'avait fait rencontrer. Tu veux que je te la mette en… Georgine, attends, je vais désactiver le son. Tout le monde entend. Ça y est, c'est bon. J'ai désactivé Georgine. Bon, merci. Et on dit bonjour Georgine. Et donc le point ici, c'est de l'envoyer à un certain nombre de mineurs. Alors au début, il y en avait simplement une dizaine, puis c'est passé à 1000, à 10 000, 100 000, et puis probablement actuellement à peu près entre 5 et 6 millions de mineurs. Enfin au moins de serveurs de minage. Une fois que le hash a été craqué, que le puzzle a été résolu, en fait, il y a une validation qui est faite, et cette validation, on enregistre à ce moment-là toutes les transactions qui ont été faites. On a bien vérifié qu'il n'y avait pas de double transaction qui passait et autres à ce moment-là, et on repropage cette information-là sur l'ensemble des serveurs dans le monde qui jouent le rôle qui servent au minage. Donc ça a pris à peu près 7 à 8 minutes, et il y a cette propagation, on laisse à peu près de 3 à 10 minutes à peu près pour qu'elle se propage. Là où ça devient une chaîne, c'est-à-dire on passe de la logique de bloc dont on a parlé, on passe à une logique de chaîne, c'est quand on prend toutes ces informations-là, on les a synthétisées sous la forme d'un nouveau document que l'on intègre à nouveau dans les nouveaux calculs qui apparaissent 10 minutes plus tard. Donc rappelez-vous, on a commencé avec 2000 transactions, et bien maintenant on a 1999 transactions et on en rajoute une qui fait déjà la somme de toutes les transactions précédentes. Et on recommence le process. Donc ça, c'est les fondamentaux, ça vaut la peine de passer 5 minutes parce que c'est ce qui vous explique pourquoi depuis 10 ans, il n'y a pas eu de hack possible en fait, du Bitcoin. Alors parce que une fois que les transactions ont été validées, et regardez, ça demande une puissance de calcul avec 6 millions de personnes qui cherchent comme ça à craquer cet élément-là, on le repropage après sur les 6 millions de serveurs. Autrement dit, c'est si on voulait changer une transaction à la fin de la deuxième colonne, ne serait-ce qu'après 10 minutes ou après 20 minutes, il faudrait aller dans les 6 millions d'ordinateurs déjà existants, aller changer cette information-là, tout en ayant pris le temps en fait, de déchiffrer le codage qui a été fait pour une des transactions que l'on ne connaît pas, puisqu'elles ont été empilées les unes avec les autres. Donc, je ne vais pas mettre trop rentrer dans le détail ici, mais il y a une barrière à l'entrée pour n'importe quel hacker qui est juste colossale, et même pour du hacking d'État de genre NSA ou russe ou autre, il y a une barrière qui est non franchissable dans les 10 minutes en fait, qui seraient imparties pour arriver à craquer cette information-là. Rappelez-vous, si vous avez eu le film qui était sur Enigma et qui racontait l'histoire de Alan Turing. À un moment, on a l'impression, il est absolument ravi parce qu'il a craqué le code de Enigma, qui était la machine de chiffrage des Allemands. Il est arrivé à la craquer au bout de 24 heures, mais simplement, il a fallu, ça ne servait à rien parce que le code était changé toutes les 24 heures. On est exactement dans ce cas-là ici. Il faudrait vraiment que quelqu'un arrive à le craquer en 2-3 minutes pour arriver à faire un changement quelconque. Voilà. Donc ça offre des difficultés, une barrière qui est extrêmement intéressante. Et c'est ce qui donne toute la crédibilité au mouvement blockchain actuel.
Le point ici, que j'ai souligné aussi la dernière fois, et je reviens là-dessus parce que je vois assez souvent d'erreurs, on parle beaucoup de cryptocurrency à cause, bien sûr, de l'augmentation. On était arrivé à 800 milliards de market cap, de capitalisation monétaire, c'était en 2018. Là, on est remonté la semaine dernière dans la zone des 4000, et puis on est bien sûr redescendu à 2500 milliards. Ça, c'est un peu les grandes oscillations que l'on peut voir. Tout le monde en parle bien sûr, mais on ne parle que des cryptocurrencies. Et si on fait la comparaison avec l'Atlantique, c'est un peu comme si on parlait des vagues de 30 mètres, des vagues scélérates de 40 mètres, donc beaucoup d'agitation, beaucoup de houle, mais quand on prend un peu de recul par rapport à la blockchain, on parle beaucoup plus avec l'ensemble des technologies qui sont à l'heure actuellement je dirais, de quelque chose que l'on pourrait qualifier de Gulf Stream, parce que on parle déjà de multiples technologies, on parle de la blockchain, mais c'est à peu près 150 technologies, alors un tout petit peu plus large que la blockchain, parce qu'elles ne sont pas toutes liées à des blocs reliés les uns avec les autres, mais là, ça c'est la beauté du marketing, à un moment de trouver un mot comme la blockchain, de trouver un mot comme smart contract, de trouver un mot comme NFT, et d'arriver à propager, je dirais, et de dire, tiens, là, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Donc là, la blockchain, c'est des technologies, mettons 150, la fabrication d'actifs digitaux, et on va reparler de cela juste après, la mutation de business model, donc un peu comme pour le cloud ou un peu comme pour l'Internet, il y a des nouvelles business modèles, il y a un effort mutagène très fort sur toutes les entreprises qui existent déjà. Il y a toute cette dimension de nano-certification, c'est-à-dire qu'il y a des tas de choses que l'on pouvait faire avant. Je vous prends un exemple, l'UEFA qui utilise la blockchain pour faire la certification de dépenses qui ont été faites au travers de sa fondation en Afrique. Avant, elle ne pouvait pas financer des projets de moins de 30 000 euros parce que ça coûtait 10 000 euros pour envoyer un expert sur place. Là, maintenant, on a la nano-certification sous une forme très simple. On prend un appareil photo, on prend une photo directe je sais pas, du changement de vestiaire qu'il y a eu ou de la course en tartan, du tapis en tartan qui a été mis pour mieux s'entraîner pour les prochains 100 mètres des Jeux Olympiques. Et typiquement, il suffit d'une personne qui va venir prendre une photo. La photo est géolocalisée, elle est horodatée, ça permet de faire cela. Donc il y a toutes ces dimensions que l'on a un peu effleurées la dernière fois, de nano-certification, c'est un peu du nano-notariat, du micro-huissier, comme ça, qui peut intervenir. Il y a bien sûr une philosophie collaborative qui est encouragée, puisqu'on essaie de se passer du centre. Vous avez vu pour le Bitcoin, il n'y a pas d'État qui intervienne, c'est apatride, je dirais, comme technologie et comme manière de faire du transfert de cash. Donc là, il y a quelque chose d'un tout petit peu nouveau et anarchiste derrière. Moins fort, s'il vous plaît. Là. Oui, Stanislas. Ah, pardon, excusez-moi. Non, mais ça veut dire que vous entendez tout. Pardon. Pas de problème. Et bonjour. Et il y a une dimension qui n'existait pas forcément dans l'Internet à ses débuts, qui est la partie géostratégique, parce que il y a des Chinois qui ont pris de l'avance là-dessus. La blockchain a été intégrée. Excusez-moi, monsieur, votre son est coupé. Voilà. Et là, il y a une vraie lutte chinois contre russe, contre américain, en fait, qui s'est déclenchée. Alors, quand on rentre dans cette capacité à fabriquer des tokens. Donc les tokens sont vraiment des jetons, ce sont les actifs digitaux que l'on peut fabriquer, alors parce que il y a cette possibilité comme ça de certifier des quantités, des actes, des actifs qui sont existants ou pas. Alors je vais vous donner différents exemples et puis on essaiera de synthétiser, de voir les différentes familles qui peuvent exister. Par exemple, un token, ça peut être une valorisation pour des forêts. Il y a eu des questions qui m'ont été posées sur la forêt des Landes et puis d'autres forêts, d'autres domaines forestiers depuis. C'était la question, est-ce qu'il est possible d'avoir un suivi comme ça des essences et d'avancer? Alors bien sûr, oui. Bien sûr, on peut le faire avec du RFID, on peut le faire avec du QR code, on peut le faire. Ici, l'avantage du token, c'est de rajouter une dimension qui est, par exemple, la capture de CO2. Et là, le calcul est assez rapidement fait pour
montrer l'intérêt de la tokenisation, c'est que si on prend un token qui est le mètre cube ou la stère de bois de pain, vous allez, mettons qu'elle soit à un prix, alors peut-être avant Covid à 50, je pense que les prix ont un peu flambé depuis, il y a une cinquantaine d'euros la stère, vous pouvez attacher en fait à ce token et intégrer dans le token la capture du CO2, de la tonne de CO2. Il y a à peu près 800 kg, on va arrondir une tonne de CO2. Il se trouve que la tonne de CO2, quand vous travaillez dans une entreprise, vous allez la valoriser entre 40 et 100 euros pour faire le montage d'un projet. Donc vous voyez qu'au travers de la tokenisation et de la certification qui est apportée, chaque arbre prend une valeur qui n'est plus simplement de 100 mètres cubes ou les 10 ou 20 mètres cubes qu'il peut représenter. Un arbre, c'est à peu près 1 mètre cube par an, donc à peu près une tonne de CO2 par an qui est capturée. On a la possibilité comme ça d'avoir une valorisation, donc un actif qui est la tonne de carbone, qui est encapsulé en fait à la valeur physique. Il y a un autre exemple qui est le bien-être animal. Le bien-être animal, ça avait été un travail qui a été fait il y a 4 ans. Là, c'était un token qui était, il y a un logiciel qui a été développé par Cambridge et qui permet d'apprendre de l'IA ce que n'importe quel, là je vous écris, enfin je suis en connexion avec vous là depuis une ferme dans le Berry. J'ai des vachers, des éleveurs enfin qui sont dans les environs et avec des vaches dans le pré juste derrière. Chaque éleveur est capable de dire si une vache est heureuse ou pas. Il se trouve que l'IA permet de faire cet enregistrement-là et au travers d'une caméra, on peut très bien avoir des certificats de bonheur de vaches. On peut le faire pour les moutons, on peut le faire pour pas mal de choses. Donc ça a été développé il y a 4-5 ans. Et là, ici derrière, si vous souhaitez avoir une traçabilité du bien-être animal, alors au moins en amont, après bien sûr, il faudrait aussi tokeniser les vidéos ou faire une sorte de sélection aléatoire des vidéos que l'on va pouvoir prendre dans les abattoirs, mais on peut avoir une tokenisation du bien-être. Alors on peut passer un certain seuil, on peut prendre des photos du lieu d'élevage, de la tête de la vache ou de l'animal, et ainsi de suite, enfin rajouter comme ça un peu tous les éléments si on souhaite vraiment utiliser le bien-être animal. Et ce token, on peut bien sûr le retrouver sur le paquet que l'on va acheter en finale ou alors simplement s'en servir comme outil d'authentification interne. Donc on a un token de utility, je dirais un peu privé à ce moment-là, ou alors un token un peu plus public, et bien sûr on a du Yuka puissance 10 à ce moment-là si on a ça sur l'emballage. Je ne vais pas parler de pré-vente ticket, je suis rentré dans le détail après, là c'est les deux cases qui sont encadrées. On peut faire de la même manière des certificats verts pour garantir un peu garantir l'origine que l'on a, et là de cette manière-là, on peut dire non seulement on fabrique du mégawattheure, et quand on vous dit vous avez à 90% le kilowattheure, votre consommation électrique est à 90% verte, vous pouvez à ce moment-là avoir des certificats d'authenticité qui sont extrêmement précis, puisque le travail qui a été fait avec quelqu'un qui gérait un parc de 4700 éoliennes un peu partout en Europe, donc ça représentait un certain nombre de térawattheures, à peu près une dizaine de mémoires. Il y avait la possibilité pour chacune des éoliennes en fait, de faire une certification du mégawattheure qui était là. Donc à chaque mégawattheure, on avait associé, il y avait une association qui était liée au lieu en fait et à l'heure et ainsi qu'au nom de la turbine en fait qui avait fait cette fabrication-là. Donc ça donnait des certificats verts avec une granulométrie qui n'a rien à voir avec je vous donne 30 mégawatts verts et on n'a aucun moyen en fait trop précis d'arriver à trouver ça. Donc là aussi, on agrège un peu, vous voyez, ces éléments-là. Il y a eu un travail qui a été fait, qui a commencé, que je n'ai pas mis ici, qui est un peu de la même nature, qui vise à utiliser des tokens pour des fabricants de thé au Népal. Il y a 22 000 fabricants de thé. Ils se posent la question d'abord de la valorisation de leur patrimoine, des valorisations de toutes les variétés. Et là, l'idée a été d'associer à chacune de ces... Alors, ça n'a pas été fait pour 22 000, mais je crois qu'il y en a 2 000 qui ont été faits.
ça a été de créer des tokens spécifiques en fait à chacun des comment dire, à chacun des paysans en fait, et en fonction de son champ et autres, pour arriver à bien cerner cela. Là, si vous prenez des photos, si vous faites de l'horodatage et géolocalisation, vous êtes en train de faire de l'AOC sans passer par le parcours comme ça bureaucratique qui est un tout petit peu complexe. Les tokens, on peut les retrouver aussi pour la gestion de brevets. Ça, c'était quelque chose qui a été fait avec Bertrand Piccard, où il se posait la question du suivi de 2000 projets. Donc, il y avait à peu près une centaine de milliards qui étaient visés. Alors, je crois que ça a commencé petit à petit, il y a eu 200 millions, 300 millions. Enfin, j'ai un peu abandonné à ce moment-là. Et là, l'idée, c'était d'avoir des tokens liés, de pouvoir suivre les dollars qui étaient investis pour arriver à les suivre dans l'entreprise. Donc, c'était une sorte de CBDC, un peu de monnaie digitale qui avait une traçabilité, puisqu'on connaît la capacité de la blockchain à assurer un suivi très précis comme ça de l'endroit où c'est utilisé, où c'est investi et où ça va être dépensé par la suite. Il y a des tokens aussi qui ont été, il y a un projet pour la maladie de Lyme, donc là ça a été un travail avec le professeur Montagnier, où la réflexion était, il avait besoin d'argent pour lancer son projet de 4 millions d'euros, et là le token qui était proposé en fait à la vente ou à la pré-vente, puisqu'il n'a pas été transformé en coin par la suite, était cette possibilité d'avoir un accès prioritaire au test une fois que les essais de phase 4 avaient été faits. Donc là, puisqu'on était encore en phase 3, et bien sûr la phase 4 est la phase où il y a un échantillon un tout petit peu plus large, donc ça pouvait coûter, ça coûtait un peu plus d'argent en fait, pour faire cela. Il y a eu aussi application des tokens pour la plus-value de joueurs. Là aussi, un projet qui s'appelait Games Bond, qui n'a pas dû résister au Covid, je crois, et qui était la possibilité d'acheter en fait, et de parier sur des joueurs, donc de dire, je ne sais pas, un Mbappé a été acheté 50 millions, on anticipe qu'il peut valoir à peu près une trentaine de millions, et à ce moment-là, on décide d'avoir des tokens en fait, sur les 30 millions à venir. Et cet élément-là, c'est on ne réalise en fait les tokens. C'est une part en fait de la plus-value qui va être réalisée. Elle ne sera concrétisée que lors de la vente en fait effective du joueur. Tout ça pour amener du cash en fait, ce qu'on pourrait appeler en finance de la titrisation, et amener du cash comme ça dans les caisses des différents groupes. Il y a du partage de RTT. Alors, partage de RTT, ça c'était issu d'une rencontre qui avait été faite lors d'une croisière sur le Queen Mary il y a 4 ans. Il y a tout un groupe dans l'ouest de la France qui est les entrepreneurs responsables. J'ai oublié le nom exact, pardon s'il y en a un parmi vous, mais c'est les entrepreneurs responsables de l'ouest. Et je fais la présentation des différentes manières d'utiliser la blockchain, de son impact sur des entreprises, sur des PME, à l'époque, il y avait du travail pour Fleury Michon qui était en cours, donc j'explique un peu ces éléments-là. Et puis, il y a une formidable idée en fait, qui naît, qui a été la mise en pot commun de tous les RTT, en fait, de toutes des différentes sociétés qui étaient là. Il y en avait 200-250 personnes à peu près qui étaient là. Et on est arrivé à monter comme ça le projet. Il y avait un très bon développeur qui était là, et qui en 2 heures, en fait, a mis une sorte de panier commun et panier de partage des RTT, en ayant pour finalité de fournir ces RTT à des ONG. Donc, s'il y avait une entreprise ou quelqu'un dans une entreprise qui avait besoin de RTT, il y avait une compensation automatique d'une entreprise à l'autre sous forme de token. Donc, il y avait un token de journée de travail qui était échangé entre les 2 sociétés, posé et certifié sur la blockchain, sur ce grand registre distribué, que ce soit Ethereum, Bitcoin en fait ou autre, et on avait comme ça une sorte de bourse commune de toutes les RTT de ces 200 sociétés. J'avais trouvé ça assez génial parce que ce ne sont pas toutes les sociétés en fait, qui pouvaient agir pour des ONG ou des déplacements de soutien en Afrique ou dans d'autres pays, mais là au moins il y avait tout le mécanisme, il y avait ce petit mécanisme qui avait été en place.
Il y a des applications dans la fabrication d'hydrogène, là aussi pour de la certification. Bon, rien de trop. Enfin, c'est un peu comme pour le CO2, quand on attache à une machine qui va fabriquer de l'hydrogène liquide ou pas, on va attacher comme ça un certificat. Alors, en fonction de la nature de l'hydrogène, si c'est de l'hydrogène liquide avec, je ne sais pas, une évaporation, si c'est moins 253 degrés avec une évaporation de 3% par jour, et bien on peut même associer à l'intérieur du token une dégressivité comme ça de la valeur ou du poids, puisque le kilo va faire liquide à peu près 11 litres. S'il est comprimé à 700 bars, il va faire 23 litres. Donc on peut faire des calculs comme ça. Et ça peut être intégré. Ça veut dire que quelque part, on va parler après de tokens vivants, mais on peut avoir des tokens intelligents parce que ils vont évoluer dans le temps en fonction de certaines informations ou dans un environnement clos, et à ce moment-là, ils sont autoprogrammés, ou alors pour aller un peu plus loin. Il y a des utilisations de tokens aussi pour de la construction de monuments, projet passionnant sur lequel j'avais travaillé pendant 2 mois il y a 3 ans. Il y avait la mairie de Paris se posait la question de la construction de 3 nouveaux ponts sur la Seine. Il y en avait un, et c'est pour ça que j'ai pris Notre-Dame, qui était juste derrière Notre-Dame, donc un peu l'endroit où ça a brûlé, tout petit peu plus loin, à peu près à 200-300, un peu moins, une centaine de mètres à peu près en aval, pardon, sur la Seine. Et là, l'idée qu'il y avait eu, c'était à l'époque, il y avait une sorte de cofinancement entre, c'était principalement la mairie de Paris qui payait à peu près une trentaine de millions d'euros, et puis il y avait un tout petit peu de promotion de la part de Bouygues et quelques autres constructeurs. Donc moi, j'ai travaillé avec Bouygues sur ce sujet-là, et on a eu l'idée, en fait, de tokeniser ce pont-là, en donnant, alors non pas, c'était un monument, c'était un bien public, donc il n'était pas question de faire payer l'accès. En revanche, il y avait une possibilité de tokeniser des services que l'on pouvait rendre sur le pont. Par exemple, avec un token, vous avez droit à une photo. Avec 10 tokens, vous avez droit à une bouteille de champagne. Avec 20 tokens, il y a un panier repas à venir déguster avec votre amoureuse sur le pont. Et avec une idée, bien sûr, de proposer ces tokens dans le monde entier, en fait, parce que quand vous posez la question à des Chinois, 93% des cas, leur rêve dans leur vie, c'est de venir en France. Voilà. Et New York doit arriver simplement à 30%. Enfin, on a une représentation, il y a une valorisation comme ça qui peut être excessivement forte. Alors, surtout à côté de Notre-Dame, enfin imaginez cela. Il y avait bien sûr une logique de privatisation aussi, donc il y avait du token, je dirais B2C, mais il y avait aussi du token B2B, comme pour, par exemple, les entreprises, pour faire des réservations de cet espace un peu privilégié pour, on l'avait prévu, je crois, tous les calculs de résistance des matériaux, on pouvait supporter à peu près 500 personnes, donc il y avait de quoi faire un très bel événement, privatisé comme ça, avec une sécurisation assez forte, avec 2 points d'entrée en fait sur le pont. Voilà, donc avec ça, là à ce moment-là, l'entreprise pouvait acheter des tokens, c'était 4000 ou 5000 tokens, je ne sais plus, mais voilà, donc il y avait une logique comme ça qui fonctionnait. On a été retoqué, c'était très bien parti avec la mairie de Paris, donc je dirais, qui adorait la dimension non seulement token, blockchain, mais surtout la dimension communautaire. C'était la première fois au monde qu'on était en train de pouvoir mettre comment dire, d'utiliser, enfin de financer de manière collective un monument public. Alors surtout à côté de Notre-Dame. Donc imaginez le message qui était envoyé. Je dirais pas, c'était pas le siècle des Lumières qui recommençait, mais pas très loin dans la manière un peu collective, collaborative comme ça que de travailler. Et les tokens apportaient un peu la sécurité. Alors bien sûr, il a fallu pitcher auprès de Mysica, auprès des différentes personnes qui sont à la mairie de Paris, et voilà. Donc tout se passait bien, et on était même allé plus loin, c'est que, et c'est là où on a fait une erreur, c'est qu'on est allé jusqu'à 30%, c'était 75%, on était allé à peu près jusqu'à une trentaine de millions qui pouvaient être levés pour financer les ponts. Il ne restait plus que 5-10 millions pour la mairie de Paris, et même la maintenance pouvait être couverte si par exemple on avait introduit ce jeton, ce token, on l'avait introduit sur une bourse, on aurait très bien pu payer, on pouvait lâcher suffisamment de tokens pour payer la maintenance tous les ans, il y en a à peu près pour 2 millions de maintenance, on aurait pu financer ce truc-là. Et on a été retoqué par le conseil
Conseil d'État qui a dit qu'un monument, c'est un monument public, donc il doit être financé par des fonds publics. Voilà, donc ça, c'est un tout petit peu dommage. C'est de temps en temps les aléas de l'administratif. Vous allez avoir la plus belle des idées en termes d'innovation, en termes de portée, en termes de vision, et même là aussi jouer un peu le rôle de phare par rapport à d'autres pays dans le monde. Et ben, vous vous trouvez barré par, je dirais, de l'archéovision par rapport à ça. Donc, ils ont leur raison, il faut respecter la loi, leurs trucs et autres. Bon, en attendant, le projet n'a pas eu lieu, enfin, il n'a pas pu se développer. Il y a des applications, bien sûr, pour les producteurs de vin, parce que là aussi, vous mettez, on peut très bien encapsuler un token sous la forme d'un QR code comme ça sur une bouteille. Donc la bouteille, elle peut enregistrer tout son trajet, tous les endroits par lesquels elle va passer, parce que on va associer des photos, alors surtout pour des caisses, pour du vin standard, peut-être pas, mais sur du vin comme ça haut de gamme, donc, et éventuellement mettre ce token dans du RFID, donc faire une combinaison digitale et la dimension certificatrice de la blockchain qui peut être très très forte. Ça aussi, pareil pour des produits de luxe, être certain que les produits Vichy ou La Roche-Posay n'ont pas passé 8 heures sur le tarmac de Pékin ou de Shanghai quand l'avion s'est posé peut être assez utile. Vous savez qu'à partir de 60 degrés, vous avez une disruption de phase osmotique. Enfin bon, c'est impossible de remixer comme ça les deux. Donc là, il y a une approche, voilà, comme ça pour le vin et pour tout produit comme ça qui sont là. Il y a une application des tokens dans le domaine, donc on va parler du domaine médical tout à l'heure, juste après, mais il y a aussi des applications dans le domaine physiologique. Il y a Amazon propose aux États-Unis de pouvoir rentrer dans des scans qui prennent à peu près 200 mesures, en fait, 200 points morphologiques de votre corps, à savoir la tête, à savoir la face, le tronc, les membres, enfin, il y a un peu tous ces éléments-là. Donc, bon, bien sûr, il faut rentrer en slip à l'intérieur, en culotte, à l'intérieur des scans, mais Amazon est prêt à payer 200 €. Et à un moment, on s'est posé la question, mais pourquoi est-ce qu'ils sont prêts à payer autant? Ça vient d'un point très simple, c'est que quand on fait du retail et que l'on veut faire du fashion retail, on est coincé par un point, c'est qu'il y a 20 à 30% en fait des vêtements qui sont vendus par Internet qui vont revenir. Donc ça pose un problème. Imaginez la structure de coût derrière, ça bousille n'importe quel bottom line comme ça quand on monte ce genre de business. Là, l'énorme avantage, c'est que quand on a les données morphologiques de quelqu'un, ça tombe à peu près à 5%, surtout si on va même jusqu'au pied. Donc on peut, du haut de la tête jusqu'au bout des orteils, et pas les doigts de pied comme pourraient dire certains, ça peut vraiment poser un petit problème que d'avoir un équilibre de business qui soit à peu près correct. Donc là, l'idée, ça a été de faire des données physio, mais ces 250 données, de les partager en petits paquets et de les créer sous forme de token. Et ce token, pourquoi pas, de le rendre en fait vendable. Alors, c'est utilisé déjà, par exemple, pour si vous en parlez avec des entreprises comme Chanel ou autres grands couturiers, ils connaissent les mensurations et toutes les données morphologiques de leurs plus grands clients, mais ce n'est pas le cas en fait pour beaucoup d'autres personnes. Et le problème des autres personnes, c'est qu'à un moment, ces données elles peuvent se balader dans la nature en fait et autres. Donc là aussi, l'idée, c'est d'avoir des tokens et de vendre ces tokens, de décider de les vendre ou pas, donc de les proposer. Donc on peut les donner à un vendeur de chaussures parce qu'on a besoin d'acheter la chaussure pour certifier comme ça et peut-être avoir d'ailleurs une réduction parce qu'on a fait cet effort-là de scanner ces données, peut-être en ayant payé 20 €, d'arriver à valoriser et quasiment gagner de l'argent comme ça, enfin une manière de faire du cashback, mais un peu évolué. De la même manière, quand on fait un séquençage d'ADN, même s'il n'est pas autorisé en France, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas autorisé, donc tout le monde le fait avec des entreprises étrangères. Là aussi, on peut faire des tokens liés aux 40 000 gènes et faire des petits paquets de 40 gènes ou des paquets de 1000 gènes pour
arriver à un moment à les donner ou à partager ces données-là avec des labos, mais alors ou en le valorisant, ou de manière gratuite, ou en le valorisant, mais surtout de pouvoir intégrer à l'intérieur de ces tokens, à l'intérieur de ces données, en fait, une limite de temps. Donc, on introduit comme ça une sorte de contrôle interne qui, au bout d'1 an, si vous avez décidé à 1 an, en fait, va annuler la possibilité de lire ces données-là. Le dernier point, c'est bon, il y en a des milliers, hein, donc là je vous en ai choisi ce qui me semblait intéressant pour éclairer le token tel qu'il peut se retrouver, tel qu'il est déjà en œuvre. C'est une solution de vote. Alors là aussi, on peut se dire, ah bah oui, mais le vote électronique, c'est dans les bureaux de vote, en fait, il suffit de venir appuyer un bouton. Non, là ici, le point, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se déplacent pas. Regardez pour le Covid, les difficultés qu'il y a eu à vacciner, il y a toujours que il reste encore 20% des personnes qui sont à risque en France qui n'ont pu être vaccinées. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de moyens de locomotion, elles sont perdues en plein milieu de la campagne, en fait, et autres, et c'est toutes les personnes qui bénéficient des camionnettes qui tournent comme ça 3 fois par semaine et qui klaxonnent très fort quand vous êtes à la campagne. Ça s'adresse à ces personnes-là. Là, ici, il y aurait une solution toute simple, c'est d'utiliser un token, et ce token de vote ne serait activable qu'à l'endroit géographique où l'on est. Donc, vous voyez le croisement qu'il y a, je peux voter, à condition que ça soit le jour donné, à condition à ce que les coordonnées GPS à une erreur de 50 mètres près, en fait, soit possible. Et ça enlève toute possibilité, en fait, de hack du vote lui-même, en fait, et tout ça. Et bien sûr, il y a une énorme confidentialité liée au code et au chiffrement qui est utilisé, qui pourrait être celui du Bitcoin ou un autre, tout aussi robuste. Et en plus de ça, il n'y a pas de lecture possible pendant la journée. Il y a juste une énorme machine à faire, à lancer le soir à 8h-5 pour connaître les résultats à 8h, en fait, de l'ensemble des bureaux, ça aussi, pour éviter du hack un peu dans tous les sens qui pourrait apparaître. Donc voilà, vous voyez un peu le panorama. Donc on va faire un peu un deep dive avec des images sur 2-3 sujets. Donc le premier, c'est un producteur là, que j'avais commencé à aider pour lever 70 millions d'euros. L'idée là, a été simple, c'était de créer un token qui était une place de cinéma, qui pouvait être un billet pour des événements et des festivals, mais aussi ajouter une rencontre avec le réalisateur, des previews, des participations éventuelles à des tournages, ou alors assister à la post-prod, et avec une idée après qui était on va voir après, ça s'appelle des utility tokens, donc des tokens d'usage, puisqu'on va s'en servir pour aller au cinéma, mais aussi de pouvoir rajouter de la valeur et faire évoluer ces tokens en security tokens, donc un peu comme des droits à l'image et autres, d'avoir des rémunérations liées à la propriété en fait sur les films. Et comme j'avais pris l'initiative de transposer cette levée de fonds et cette vente de billets à Monaco, on pouvait enrichir par la suite avec des accès privilégiés au musée océanographique de Monaco, aux ballets de Monaco qui sont juste magnifiques. Enfin, voilà, et d'arriver à faire comme ça de multiples éléments. Donc ça, vous voyez, c'est un peu une nature de token par rapport à d'autres. Alors derrière, bien sûr, il y a une finalité, c'est qu'une fois qu'on a levé 70 millions d'euros, on est moins dépendant de producteurs, que sont Canal ou autres, qui sont en train de réduire les coûts d'année en année, surtout pour des films documentaires où il y en a peut-être 1 sur 10 qui va marcher. Là, il se trouve qu'il y avait eu un Oscar, mais regardez le nombre d'autres films documentaires qu'il y en a eu, c'est très très peu. Donc là, on peut devenir, je dirais, un peu son producteur, on peut devenir, donc la personne était réalisateur, ça c'était pas son problème, mais on peut devenir aussi distributeur, parce que de manière numérique, on commence à peser un tout petit peu plus, en format de quoi alimenter avec un peu voilà, tout ce qui est fait avant. Donc le token ici, la blockchain, permet vous voyez, la révolution presque industrielle qu'il y a de toute la filière, parce que quelqu'un peut prendre un peu plus de pouvoir et faire une intégration verticale de la filière en en donnant le réalisateur, le producteur et en même temps le distributeur. Voilà un peu l'enjeu et la vision qu'il pouvait y avoir derrière, en partant d'un tout petit truc qui s'appelle un token, qui était à configuration un peu multiple et très, très polymorphe ici.
Un deuxième exemple, c'est la traçabilité. Ça a été fait pour une entreprise qui est une start-up qui a été créée il y a 2 ans et qui est à Bordeaux et qui s'appelle Bonjour le Bon, où là, l'idée, c'est de faire un token de traçabilité que l'on va retrouver maintenant. Il y a 3 ans, c'était original. Là, maintenant, ça l'est un peu moins. Mais on peut, à l'intérieur de ce token, mettre toute l'historique, en fait, de la marchandise que l'on va acheter dans un hyper. On va avoir, par exemple, la photo de la ferme, on va avoir le résultat des analyses, la photo du boucher, la photo de l'animal vivant, une fois qu'il a été touché, la photo du carton avant qu'il ne parte, avant la mise en boîte, en fait, et autres. Voilà. Donc là, il y a tout un chaînage comme ça, très intelligent, enfin très visible et très secure, qui peut être mis et qui dépasse largement tout ce à quoi on peut penser en termes de traçabilité actuelle, où là, c'est beaucoup plus des lots. Bon, et avec toutes les interversions qu'il peut y avoir, rappelez-vous du scandale Spanghero avec le minerai de cheval. Là, on a une granulométrie telle que ça devient complètement impossible. Alors après, se pose la question, ça je l'avais déjà traité la dernière fois, je vous l'avais mentionné, se pose la question en fait de l'impact CO2, comme dit tout à l'heure, et vous comprenez mieux maintenant pourquoi il y a autant de kilowattheures qui sont consommés. Si vous avez 6 millions de personnes donc, qui sont en train de courir après la timbale toutes les 10 minutes, 6 millions qui ont chacun un appareil qui fait 1 kilowatt, vous êtes à 6 gigawatts. 6 gigawatts, c'est une dizaine de tranches de centrales nucléaires. Donc forcément, ça commence à faire énorme. Donc là, l'idée, c'est chaque transaction pesant 100 kW. Il ne s'agit pas, et c'est un travers de beaucoup d'outils de traçabilité actuellement, c'est d'arriver à marquer, vous savez, tous les événements. Alors que l'idée, c'est idiot, c'est un peu comme si vous étiez un épicier ou un coiffeur ou autre, et qu'à chaque fois que vous recevez un chèque d'un client, vous l'amenez à la banque. Vous faites l'aller-retour, bon, à la fin de la journée, ça fait beaucoup d'aller-retour, alors qu'il est beaucoup plus simple de rassembler tous les chèques et de venir les déposer en une seule fois. Donc c'est ce qu'a fait une société qui s'appelle Kix, dont je vous ai déjà parlé, là, qui est dans les précurseurs là, en 2014 de vraiment la blockchain, du Bitcoin, de toutes les utilisations qu'on peut en faire. Et qui permet en fait de rassembler toutes les transactions. Donc on chiffre les transactions tout au long de la journée, toutes les photos, toutes les informations, les analyses qui ont été faites. On regroupe tout ça et on vient les poser une fois par jour en fait sur le Bitcoin. Alors, si vous faites ça pour 10 000 clients, plus vous rajoutez, ils travaillent pour CMA CGM sur des conteneurs, vous rajoutez toutes les informations des conteneurs, vous allez avoir 100 000 informations qui sont horodatées, certifiées et que l'on pourra aller repiocher si on en a besoin à un moment ou à un autre dans le temps. Mais au moins, il y a ces 100 kWh sont utilisés voilà, de manière la plus propre possible. L'application conteneur est un bel exemple aussi. Très souvent, on a un token et on a l'impression que ce token, on va le suivre un peu comme ça dans le temps, et il va suivre le flux physique, alors qu'en fait, on peut avoir un token qui est vivant et riche, et surtout qui va s'enrichir en cours de route. Donc là, j'ai donné les exemples. C'est un voyage, je dirais, classique de conteneur, c'est à peu près 60 à 100 événements. Il y a des documents, il y a des photos du remplissage et du transit, des douanements, le BOL qui est le Board of Loading, donc un peu tous les papiers certifiant tout ce qui a été embarqué, les photos rayon X des douanes en fait et autres. Donc là maintenant il est possible avec le token d'avoir une sorte de conteneur digital à l'intérieur duquel on va pouvoir rajouter toutes les informations tout au long du voyage. Donc vous voyez la dimension un peu continte, la dimension riche et la dimension évolutive comme ça que l'on a. Et là, on va rajouter alors bien sûr les photos, la localisation, le redatage. Ça, par exemple, il y a des applications pour un grand transporteur français qui va l'utiliser, qui va avoir 200 millions de dommages sur les conteneurs. Il n'a pas de preuve formelle que c'est un tel ou un tel pour faire jouer les assurances. Avec un outil comme celui-ci, vous prenez les photos tout au long du process et vous pouvez vous retourner, ou plus exactement l'assurance peut se retourner contre les personnes ou les deux sociétés, ou la société qui a mal manutentionné les conteneurs et obtenir réparation. Mais on peut rajouter d'autres éléments. Il y a une part de CO2 du véhicule de transport. Donc, par outil de transport, vous allez pouvoir rajouter une quote-part de la consommation du bateau sur les 12 000 km qu'il vient de faire en venant de Chine. Vous allez rajouter le transport routier et
les 70 litres qui sont consommés au 100, vous allez faire une quote-part alors ou par paquet, c'est pas encore fait, mais au moins par conteneur, vous avez cet élément-là. Autre élément, donc vous pouvez rajouter des documents tout format, ça on l'a déjà mentionné, mais là je dirais c'est un peu du open bar en termes de documents. Il n'y a pas de limitation de créativité. Si par exemple vous avez des documents, quand, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des réceptions de produits chinois en fait ou autres, mais vous avez des fiches qui ne sont pas tout le temps lisibles, écrites très rapidement en chinois en fait et autres. Là vous pouvez avoir des traductions certifiées, les faire de manière automatique et utiliser un outil avec une certification. Donc là il y a une transparence en fait qui est beaucoup plus forte. Vous pouvez aussi faire intervenir de l'IA. Si vous faites de l'empotage, dépotage, c'est quand vous faites venir des conteneurs et que si c'est un 24 pieds, vous avez besoin de partager le conteneur en deux, vous allez dépoter en fait, c'est-à-dire sortir une partie du conteneur pour pouvoir le replacer et recombler d'autres conteneurs, par exemple pour du transport fluvial. C'est une faille majeure pour le transport de drogue. Vous pouvez imaginer qu'il suffit d'oublier 3-4 paquets sur les 200 ou 250 qu'il va y avoir dans un conteneur, et ça y est, enfin bon, voilà, et il y a une dose de drogue qui vient de partir. Là, ici, vous pouvez rajouter des photos, des vidéos, et voir qu'au travers des vidéos, faire jouer l'IA pour voir s'il y a eu des modifications qui se sont opérées ou pas. On se pose souvent la question du token, on se dit tiens c'est un monde virtuel, digital, et là c'est le plus bel exemple qui soit en fait de la connexion et un des premiers, il y en a eu d'autres depuis, mais celui-là il est juste immense, et il s'est passé en fait à la fin de 2017 et début 2018, ça doit être le 6-7 janvier, où Kodak a pris une décision assez énorme qui a été de lancer le Kodak Coin. Kodak Coin, c'est une formidable idée de traçabilité. Vous insérez en fait un token à l'intérieur de photos, et donc vous avez la capacité à faire de la DRM, Digital Right Management, donc du management de droits d'auteur à l'intérieur en fait de la photo. Vous prenez quelques pixels comme ça et vous pouvez faire ces éléments-là. Idée formidable, surtout quand on s'appelle Kodak, qu'on a loupé la révolution de l'analogique au digital. Et là, on s'est dit, tiens, voilà, le truc est absolument formidable, ça y est, ils ont recapté grâce à la blockchain, ils sont arrivés à faire une sorte de turnaround, de quantum leap, et de se redynamiser en fait pour partir. Donc, ils ont annoncé ce truc-là, et le résultat a été juste exceptionnel, ça a été la market cap a été multipliée par 3. Simplement, ils ont fait un truc, c'est qu'ils ont sous-traité cette fabrication de tokens à quelqu'un qui leur a fait une usine à gaz assez complète, entre le storage, l'analytics, la visualisation. J'ai mis en haut à droite en fait le process. Donc ils devaient sortir le projet 2 mois après, ils n'y sont pas arrivés en fait et autres. Donc la market cap qui avait été multipliée par 3, ils sont passés de 670 millions, je crois, à 2 milliards, 2 milliards 100 dollars, et c'est redescendu à 700, 800 millions assez rapidement. Voilà. Dommage pour eux, mais ça c'était la première fois où il y a eu comme ça cette connexion aussi apparente de valorisation. Alors, c'est intéressant d'un point de vue économique de comprendre pourquoi il y a eu cette valorisation, et c'est la charte suivante. À un moment, et là j'ai pris un exemple, c'est pas lié, c'est pas directement lié, je me souviens plus du nombre exact de tokens pour Kodak, mais on va prendre un cas où vous décidez de fabriquer, vous appelez Kodak, et vous allez fabriquer un certain nombre de tokens, et vous allez dire, après tout, moi je vais certifier, là, dans les 3-4 prochaines années, je vais certifier 10 milliards de photos. Donc je vais permettre à 1000, 2000, 100 000 photographes en fait, d'utiliser cet outil-là. Donc vous générez 10 milliards de tokens. Et vous dites, je vais simplement en libérer, donc j'en ai bien fabriqué, je les ai en stock, mais je n'en libère que 1 milliard, et je vends cette capacité à certifier des photos et à suivre un peu la manière dont elles sont utilisées partout sur la planète à 0,1 €. Automatiquement, vous venez de créer en fait 100 millions qui correspondent à une sorte de produit constaté d'avance, donc qui vont rentrer directement dans le bilan d'un point de vue comptable. Si je connais ça, c'est que j'ai un peu participé avec l'autorité des normes comptables à tout ce travail-là, de faire rentrer les tokens dans un plan comptable général, et on y est arrivé à la fin 2018, on était le premier pays dans le monde à faire ça. Et là, l'idée, vous voyez, vous venez de créer, je dirais de manière un peu artificielle, les 100 millions d'euros. Mais en fait, il y a un effet qui se coule.
le premier effet, le premier étage de cet effet qui se coule, c'est que vous avez la réserve derrière, vous avez 9 milliards. Autrement dit, vous n'avez pas créé 100 millions, mais d'un point de vue comptable, vous avez créé 900 millions. Alors c'est en réserve, c'est du hors bilan, et en fait c'est là. Et si vous allez un cran plus loin, pour maximiser l'effet de levier, vous introduisez en fait ce token, vous le mettez en bourse. Autrement dit, vous dites, pour 0,1 euro, on certifie des photos, mais regardez, vous pouvez vous en servir pour certifier des PDF, certifier des articles, certifier des documents, certifier des cartes d'identité, comme celle qui peut exister actuellement et qui n'a toujours pas résolu le problème de la certification à distance, par mail ou par PDF. Donc là, ici, vous avez la possibilité d'intégrer cela directement. Donc forcément, ça peut prendre de la valeur, ça peut monter à 1 euro la certification ou 1,5 €. Et à ce moment-là, vous êtes parti de quelque chose, vous avez peut-être prévendu juste à peu près 1 milliard ou peut-être même un peu moins, simplement une cinquantaine de millions de photos. Et juste avec cette création de 100 millions d'euros de réserves, de produits constatés d'avance, vous avez créé une valeur de 13 milliards. Ceci pour vous expliquer pourquoi il y a eu de l'engouement pour des cryptos et que l'engouement s'est petit à petit propagé pour les entreprises de l'économie normale parce que il y a des réserves de valorisation, on appellerait ça de la titrisation ou de la comment dire, c'est vraiment du discounted cash flow, on ramène beaucoup de valeur en instantané et on valorise l'idée non pas basée sur le cash flow annuel ou des prévisions, mais vraiment sur le potentiel en fait qu'elle a immédiatement. Donc ça donne des swingers, des capacités de variation comme ça excessivement fortes. C'est ce qui s'est passé pour Kodak Coin. Vous voyez le multiple par 3 de la valorisation, ça correspondait, je crois que par rapport au calcul qui est fait là, ils avaient, donc eux faisaient à peu près les 2 tiers étaient émis, ils n'avaient pas pris un levier, un effet de levier aussi fort, mais ils devaient bien être dans la zone des, ils étaient à peu près à 4-5 milliards, et donc on se retrouvait, d'où ce double de la market cap, enfin multiplication par 3, donc le double qui était créé, parce que ça dépassait mais allègrement la structure de coût et la structure de PNL, du compte de résultat normal. Si on prend un peu de recul par rapport à tous les tokens, en fait, on a cela, enfin, c'est un peu ce que j'ai essayé de vous expliquer, mais là, je vais le résumer et le pousser un peu plus loin. C'est cette frontière floue qui existe, en fait, qui peut exister, peut vivre aussi dans le temps. Le point, par exemple, c'est qu'on va partir d'un actif classique au usage, et là, il y a une première voie d'innovation quand on fabrique un actif digital. Ça peut être un copier-coller, mais vous avez vu, au travers du bois, on peut rajouter de la valeur, au travers des données de santé, on peut encore rajouter des éléments, données morphologiques, enfin il y a multiples choses qui interviennent. Par exemple, on peut fractionner, on peut dire au lieu de vendre du mètre carré, je vais vendre du millimètre carré. On peut dire au lieu de vendre des brevets, on peut vendre des parts de brevets, sans même avoir eu besoin de créer une société en fait quelconque qui a cette possibilité comme ça de fractionner comme ça une possession. On peut naturellement se servir de la blockchain pour faire de l'usufruit, un partage en usufruit et une propriété. On peut inclure une durée limite d'utilisation, donc faire une sorte de time sharing ou autre, enfin par rapport à du temps et par rapport à tous ces éléments-là. Donc ça, c'est une première voie d'évolution et qui change beaucoup de business models dans la manière de regarder et qui est très constitutif du temps à passer initialement, vraiment quand on intervient et qu'on se dit à quoi la blockchain peut servir pour mon entreprise. Il faut vraiment pas louper cette opportunité comme ça de quelque chose d'un peu puissant. Moi, par exemple, j'ai posé, alors ça a posé des questions au ministère de l'écologie et surtout pas tellement à Paris, mais localement, c'est vous voulez planter 8 hectares de bambou, les 8 hectares de bambou, un hectare, ça doit consommer, ça peut capturer à peu près 600 kg de CO2, à condition bien sûr que je les garde, c'est une création nette. Les 600 kg, si c'est valorisé 100 €, je vous laisse faire les calculs par hectare, vous retrouvez, mettons avec 200, allez, avec les coûts, en fait, tout le reste, vous vous retrouvez à peu près à 300, 400 000 € comme ça, de valeur créée, de certificats carbone, en fait, que l'on peut avoir, qui peuvent venir offsetter, limiter les émissions comme ça d'autres. Donc ça, ici, là, il y a une possibilité comme ça d'utilisation, vous voyez, intéressante, qui peut être ajoutée, mais qui va se heurter, en fait, à d'administratifs, à des personnes qui ne vont pas comprendre, parce que le bambou, ils ont peur que ça soit... Enfin bon, on part dans des circonvolutions non intéressantes. Donc une fois qu'on a cet actif digital, il rentre dans
3 catégories. J'ai pris les catégories suisses qui me semblent intéressantes. Ça peut être du payment token, où là, simplement, c'est de la valeur, par exemple le Bitcoin, ou l'Ether, ou un coin, enfin voilà, qui va servir à payer, qui est une monnaie, enfin qui garde un tout petit peu de valeur, qui peut être utilisé dans pas mal d'endroits, mais bon, pas encore dans tous. Ou alors, c'est un security token parce que c'est un actif financier. À ce moment-là, ça peut être une action, ça peut être une part de société, ça peut être en effet un droit sur un brevet, en fait, ou autre. Ou alors, troisième catégorie, qui est la plus vaste, c'est les utility tokens, c'est-à-dire c'est un token pour un usage, pour un accès à une plateforme. Vous avez vu juste avant l'accès au pont, ça peut être l'accès à des données, l'accès à un cinéma, en fait, et autres. Se pose bien sûr, alors, quand vous prenez security token, utility token, vous les introduisez en bourse, ça devient des coins. C'est juste à ce moment-là où le token se transforme en coin, c'est-à-dire prend la notion de crypto-monnaie, la fameuse, une monnaie à base de chiffrement, ou à base plus directement de blockchain, des DLT, parce que les crypto-monnaies, vous pouvez très bien avoir des central bank digital currency qui vont être des crypto-monnaies, mais qui n'auront pas, parce qu'elles utilisent du chiffrement pour être fabriquées, mais qui ne vont pas forcément être sur des bourses comme le peut être un coin. Donc là, il y a des trous sémantiques un peu de tous les côtés. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, regardez la présentation précédente. J'ai fait la part entre ce qui étaient les crypto-monnaies et les crypto-monnaies qu'on pourrait qualifier cryptocurrency, qui est un peu le mainstream par rapport à l'utilisation. Mais il y a un split quand même qui est à faire. Et ça, bien sûr, ça peut se faire, cette introduction en bourse peut se faire sous la forme d'une ICO, Initial Coin Offering, qui est plutôt une ITO, Initial Token Offering, puisqu'on offre des tokens qui sont en train de se transformer en coin, et bien sûr les IEO, qui sont des Initial Exchange Offering, c'est-à-dire vous vous associez avec un distributeur qui est une plateforme d'échange de tokens pour garantir, je dirais, le succès de votre lancement. C'est un peu comme si Danone créait un produit avec Carrefour pour lancer ce nouveau produit. Imaginez, il y a 24% de parts de marché qui sont quasiment garanties avec les volumétries qu'il peut y avoir derrière. Bon, ce n'est pas la voie, puisque bien sûr, il y a des marques distributeurs, et avec des marques à côté, ce n'est pas cette voie-là qui a été choisie pour la grande distrib. Là, c'est la voie qui a été choisie dans l'univers crypto, qui est là. Et là, est mentionné aussi STO, donc là, c'est Security Token Offering, donc là, c'est la même logique que pour les utility tokens, mais pour des security tokens, c'est-à-dire des actifs financiers. Avec la difficulté, c'est que les security rentrent dans une législation américaine et avec une régulation assurée par la SEC, alors que quand vous êtes en ICO, jusque-là, ce n'est pas considéré comme un produit financier, donc ça peut rester à l'extérieur. Donc il y a des tests, enfin il y a différentes manières pour arriver à bien séparer les deux. Donc l'autre voie d'innovation ici, pour les utility tokens, je vous la liste. Alors, il y en a beaucoup d'autres d'innovations, mais celle-là me semble riche et porteuse d'avenir. C'est que ce token qui est vivant possède une certaine intelligence, en fait, peut être enrichi dans le temps. C'est-à-dire, par exemple, un token va être, vous allez rajouter de l'equity à un moment, après tout, vous rajoutez des parts de la société pour lesquelles on est en train de travailler. Vous pouvez rétribuer l'argent qui a été investi dans le token si, par exemple, ça a été au bout d'un an, on possède toujours le token. Donc, il y a des sortes de primes que l'on peut rajouter. Donc là, on s'approche un peu des obligations avec des coupons détachables. On peut attribuer des royalties, c'est-à-dire une part des résultats, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il n'y a pas de limite ici, il y a c'est une volumétrie totalement ouverte. Mon credo pour le futur, c'est que ça, il va y avoir, continuer à y avoir beaucoup, surtout avec le DeFi qui est en train de propager, on va en parler prochainement, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, donc c'est vraiment la blockchain qui percute de plein fouet, je dirais enfin, et pas seulement par le Bitcoin et son challenge qu'il pose à des monnaies, mais vraiment la blockchain qui percute tout le secteur financier par des mécanismes, des vitesses, par des coûts qui sont complètement différents. C'est l'équivalent de l'Internet, un peu pour la grande distrib, je dirais dans les années 98, 99, et avec la réussite à partir de 2000.
Données de santé, on ne va pas passer trop de temps parce que là, on est déjà à peu près à 1 heure et je ne veux pas vous fatiguer plus. Il y a des blockchains pour les territoires, donc là, il y a une sorte de demain en marche. Déjà un peu mentionné la dernière fois, il y a quelque chose d'intéressant en fait, qui se passe là, c'est que, imaginez les tokens un peu au centre dans une commune où vous allez avoir de la production d'énergie, donc un token de kilowattheure, un token qui peut être le même pour de la location meublée, donc pour faire du remplacement de Airbnb, enfin éviter de payer Airbnb les 17 à 25%, pareil pour la voiture, pareil pour le temps en bas, pour des travaux légers, de l'aide à domicile, des cours à domicile, et éventuellement pour le ramassage des tournées, repartager, revenir à la notion de reskin qui dit, après tout, une commune, ça vient de commons, donc de tous les biens que l'on a mis en commun en fait, pour fonctionner tous ensemble. Voilà. Vous avez en bas un exemple de hash, puisque je m'étais amusé à faire un bloc quand j'avais fait ce graphique, c'était en 2016, où on peut se servir, un peu comme pour une enveloppe solo, vous prenez ça et vous le posez comme ça, directement sous la forme de tous les bits en fait, qu'il y a. Les pixels sont des bits et vous le posez comme ça sur une blockchain. Ça avait été Ethereum qui a été choisi à ce moment-là. Il y a un article en fait, qui détaille cela. C'est la tokenisation du monde a commencé, la commune est au centre, écrite en 2017, je crois, ou 2016, je ne sais plus. Je vous ai mis les références en bas. Et alors, bien sûr, après, se pose la question, un peu comme pour le milieu boursier, quelle est l'interconnexion en fait, qui peut exister entre ce système, qui est un système d'échange local, tout peu sophistiqué, on peut le qualifier 3.0, est-ce qu'on le garde enfermé ou alors est-ce qu'on le met en liaison avec une monnaie support, à savoir à ce moment-là, avec du réinvestissement local, avec des crédits locaux, avec des assureurs, avec est-ce que j'assure des événements de liquidité? Il y a 10% des personnes qui déménagent en France. Si la personne a ce système-là, est-ce qu'elle peut porter ses tokens dans un autre? Donc il y a toute une notion comme ça d'échange, de foreign exchange entre celles qui pourraient exister, ou alors un mécanisme un peu régulateur commun qui serait une sorte de macro token par rapport à tout ça. À voir, à réfléchir, mais ça c'est pour ouvrir un peu vos chakras en termes de réflexion sur tous ces éléments-là. On pourrait se dire que c'est de l'utopie, mais en fait non, quand on va à Liberstadt, c'est le token City est devenu le seul moyen de paiement. C'est en Norvège, et puis voilà, si vous allez regarder, vous verrez un peu tous ces éléments-là. Voilà, surprenant et passionnant à la fois. Voilà, donc moi j'ai fini pour la présentation. Gardez en tête que le token, c'est vraiment une question de time to market. Là, c'est en train de percuter. On est passé assez rapidement de 96 pour l'Internet, on est passé en 2000. DeFi est en train d'accélérer tout ce mécanisme-là. Crash, pas crash, c'est en train de secouer comme il faut. Bon, ça, les crashs, on en est au 18e de mémoire pour le Bitcoin qui perd plus de 50% de sa valeur. Donc, ça n'a rien de surprenant pour les plus anciens autour de la table ou autour de Zoom aujourd'hui. Mais néanmoins, voilà, gardez que ça a des fonctions comme ça de libération, de secousse, de bataille entre États géopolitiques à cause du monde digital, à cause des attaques crypto chiffrées, de hacks qui peuvent exister. Et gardez aussi en tête une chose, c'est que c'est la première fois dans l'histoire qu'une technologie génère elle-même le financement de son développement. Bon, puisque là, ça a servi à lever de l'argent, qui lui-même en a levé d'autres, enfin ainsi de suite. Donc à peu près 40-50 milliards de dollars qui ont été investis là-dedans. C'est à mon avis plus que ce qui a été fait pour l'instant dans le quantique notamment. Voilà, donc ce qui était à partager, si vous avez des questions, je peux y répondre, ou de manière visuelle, ou alors par chat. Vous m'entendez? Je te laisse. Merci beaucoup Pierre. Merci. Super, merci beaucoup Pierre pour la présentation, c'est magistral. Je vais vous lire un petit peu les questions que j'ai pu découvrir au fur et à mesure de la présentation. Une première question sur la tokenisation qui est exploitée aujourd'hui par des organismes type Ecocer. Question de Eric. Alors, est-ce que cette tokenisation est-elle exploitée aujourd'hui par des organismes type Ecocer? Est-ce que ça, c'est des… Peut-être, ouais. Non, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas avec la difficulté, c'est que tout ce qui est Ecocer et autres est encore à base de papier. Donc, j'ai un peu regardé ça il y a 2-3 ans. Et qu'en plus de ça, il y a une Ecocer est basée sur la réunion d'à peu près 16, on doit être à 16 pays en fait, qui sont concertés avec un fonctionnement assez opaque au niveau européen.
Donc, la grande difficulté à un moment, c'est qu'il y a une sorte de seuil quantique, c'est-à-dire pour y arriver, il faut que tout le monde bouge en même temps. Bon, imagine les vitesses européennes comme ça, elles sont un peu complexes. Deuxième point, c'est le jour où tu mets un truc comme ça, en place, tu mets quelque chose d'une transparence assez totale. Donc là aussi, ça me rappelle un peu la démarche qu'il y avait pu y avoir avec je dirais, certains hauts gradés de l'État marocain, où on fait de la blockchain, c'est intéressant, la Tunisie vient de lancer sa monnaie, le crypto dirham, ou je ne sais plus quoi, je ne sais plus trop quoi, et à un moment, je dirais, tout s'est arrêté parce qu'il y a eu une traçabilité assez totale, des fonds qui étaient levés, qui étaient transformés, des cryptos, enfin bon, voilà. Donc ça limite fortement ou de la corruption ou des erreurs, et ça laisse une trace, il y a de l'immutabilité derrière, c'est-à-dire que la trace, il y a un gravage dans le marbre, mais ce n'est pas du gravage de surface, c'est un gravage très très profond, et voilà, qui peut servir enfin, qui peut conduire à des expositions pénales qu'on n'a pas pour l'instant pour des pratiques en cours. Très bien, merci. Qu'est-ce qui empêche de procéder à la question de RF? Donc, qu'est-ce qui empêche de procéder à cela via une simple plateforme de crowdfunding? Interaction avec l'analogie avec le crowdfunding et la tokenisation. On peut le faire pour du crowdfunding. Le problème du crowdfunding, c'est que très souvent, il y a une limitation nationale en fait, qui intervient. Là, l'intérêt, c'est qu'il y a des plateformes, quand on est sur une bourse, quand on a créé le token, alors que ce soit un token pour une chambre d'hôtel à venir, moi je l'ai envisagé pour des cabanes à la ferme, de prévendre comme ça et de donner cet accès-là. Le problème, c'est qu'on est français, c'est qu'on dépend du crowdfunding, enfin on dépend du crowdfunder de la plateforme en fait qui existe. Donc KissKissBank, c'est bien, c'est bien pour Mimosa, c'est bien pour quelques autres, mais bon, on s'aperçoit vite qu'on ne va pas avoir une couverture comme ça qui est très forte. Là, l'avantage, c'est que si on a du Binance, si on a des grandes plateformes mondiales, je ne vais pas rentrer dans les Coinbase, enfin un peu tous les acteurs, les Kraken et autres, on a accès à une centaine de millions de personnes comme ça très très rapidement. Et le marché est mondial. Alors surtout si on fait du tourisme, surtout si on fait du vin, surtout si on fait du bois, si on fait du CO2, on fait et autres éléments, il y a une ouverture comme ça qui est assez, qui est un peu mind-blowing, quoi, qui est juste remarquable en termes de perception de la planète. Donc la crypto est pensée pour être planétaire, alors que le crowdfunding en fait est là. Et quand on regarde l'argent qui avait été levé, les 20 milliards à la fin, c'était quoi? C'était à la fin 2018, on était arrivé à peu près une vingtaine de milliards de dollars qui avaient été levés. En 2 ans, on a levé plus que le crowdfunding à peu près sur 10 ans. Voilà à peu près la vitesse à laquelle ça a pu se propager. Alors il y a des règles particulières, c'est pas aussi simple que le crowdfunding, mais on va retrouver certaines choses qui vont être la possibilité de mettre une vidéo importante, d'être très transparent sur le pédigré de l'équipe fondatrice, la qualité des papiers, de la value proposition. Enfin voilà, il y a des figures imposées, et puis en même temps, il y a une grande liberté comme ça pour arriver à bien étouffer, et avec une dimension techno qui n'existe pas, bien sûr, dans le crowdfunding. Quel facteur pour décider d'introduire un token, donc le fruit d'un projet privé, sur un marché boursier? Question de valeur. D'abord, bien comprendre de quoi il en retourne, parce que là, j'ai vu pas mal d'entreprises qui étaient intéressées, mais elles étaient plus intéressées par le buzz que par la compréhension réelle. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Deuxième truc, il faut comprendre, il faut vraiment que ça soit en ligne, que ça soit pas orthogonal. Si je vous ai pris l'exemple de Kodak, c'est que Kodak et Kodak Coin, ils sont à 10 degrés enfin, d'écart entre les deux. Si Kodak avait lancé, je ne sais pas, du financement d'appareils photo, un peu comme ils ont essayé de le faire, même s'ils ont été inventeurs de l'appareil digital, je crois dès 1974, il y avait déjà un brevet sur ce sujet-là, tout ce qu'ils ont pu faire après, ils se sont un tout petit peu plantés par rapport à ça. Donc là, ici, c'est vraiment
l'alignement comme ça des deux qui peut être là. Par exemple, à un moment, je sais pas, on avait réfléchi pour une entreprise comme Selecta qui fait donc de la vente de café et autres, mais le truc est génial en termes de jetons, de tokens, en fait, ces éléments-là. La question qu'on se posait, c'était est-ce que ça devenait un moyen de paiement pour toutes les cafettes, mais aussi pour les quais de gare. Donc à ce moment-là, il y avait autre chose qui se posait, c'est la question qui se posait, comment est-ce qu'on fait le pont entre le token Selecta et par exemple le pass Navigo. C'est-à-dire le pass Navigo pouvait devenir le porteur du token, puisqu'à ce moment-là, on inondait le truc et ça permettait, enfin voilà, bon, ça s'est perdu. Pourquoi? Parce que la RATP, imaginez les discussions qu'il peut y avoir, puis l'introduction du token dans une entreprise publique, bon, à l'époque, on avait beau travailler sur l'intégration dans le plan comptable général, qui est valable pour le public. Bon, les auditeurs publics, enfin, d'entreprises publiques n'étaient pas encore formés à ça, et même aujourd'hui, ils ne sont pas encore, les KPMG, EY, et surtout toute la kyrielle derrière d'auditeurs, enfin, n'est pas encore, n'a pas une habitude très forte par rapport au traitement des cryptos, au traitement des tokens, la notion de fait générateur, la notion de log, de transactions, de plus-value potentielle, enfin, j'ai juste un enfer fiscal. Donc, ça explique un peu quelques freins à l'adoption comme ça des grandes entreprises par rapport à ça. Ils sont un peu freinés. Enfin, à un moment, il y a quand même des responsabilités pénales derrière. Vous avez vu les multiples de valeurs que l'on peut avoir. Voilà, vous appelez Danone et vous êtes en train de faire de la nutrition infantile ou je ne sais pas, de proposer des abonnements pour Evian sur les 10 prochaines années, puis vous ramenez tout ça là. Le traitement comptable, il va être un peu complexe à un moment. Donc, il y a des éléments stratégiques clairs, enfin, et de comptabilité. Enfin, ouais, finalement, c'est à remettre en perspective. Ce serait quoi comment tu approcherais est-ce qu'il y a des grandes questions à se poser, quoi. Ouais. J'approche comme, je ne sais pas, ça ressemble à une préparation. Excusez-moi, j'ai des biais mentaux, mais c'est un peu comme, je ne sais pas, la préparation de l'Everest. Tu regardes un peu toute la montagne, la manière de l'approcher, mais en finale, tu es prêt quand tu as la montagne dans ta tête. Enfin, tu vois, c'était Reynold Messner qui avait fait les 14, le premier à faire les 14 8000. Il disait on est prêt à monter sur une montagne quand on a la montagne en 3D dans sa tête. Tu vois, il était capable de la faire tourner, en fait, et autres. Là, beaucoup l'attaquent par le buzz, on l'attaquait par la finance. Alors, la finance, forcément, si tu attaques par là, et le côté légal, tu es dégommé parce que, exposition au dollar, exposition extraterritoriale américaine, des problèmes légaux. La BNP a laissé des traces de ce point de vue-là, tu vois, les 9 milliards de pénalités. Enfin, donc, il y a un peu tous ces éléments-là, tu vois, qui peuvent être troublants. Et après, derrière, l'acceptabilité des actionnaires, tu as le board aussi qui est à convaincre. Moi, des boards, j'en ai eu, que ce soit Last Minute, Danone, enfin tout le truc, ou Poweo, waouh, bon, c'est pas les plus en avance sur Terre, même si ils ont été choisis pour une excellence voilà, qu'on cherche bien souvent, très longtemps. Donc voilà un peu, si tu veux, tu vois, il y a un écosystème à gérer en même temps et arriver à tout faire avancer. Tu vois. Donc, d'où le fait que ce soit beaucoup plus des startups qui font ça, parce que là, tu as un peu moins de legacy, un tout petit peu moins culturel, tu as un peu moins d'actifs à défendre, tu n'as pas de compte à rendre en bourse, enfin, tu vois, bon, le PDG de Kodak, il n'a pas dû passer des très très bons moments, tu vois, par rapport à ça. Elon Musk, il va se faire frotter les oreilles par la SEC à un moment, j'autorise le Bitcoin, je mets 1,5 milliard, je peux acheter, ah tiens, c'est génial, un Bitcoin égale une Tesla, et puis il revient là-dessus un mois après parce que, soi-disant, il y a trop de CO2. Bon, attends, c'est de la manipulation de cours à l'état pur que ce truc-là, quoi. Question de Franck, clarification sur la tokenisation, notamment la traçabilité. Désolé, mais je ne vois pas l'intérêt de tokeniser des biens quasi fongibles, nourriture, vin, prêt-à-porter, etc. Comment s'assurer que le bien physique tokenisé reste traçable et il reste facilement substituable? Alors très souvent, ça va être une combinaison. Par exemple, si on prend des produits de luxe, il y a une possibilité de prendre des photos
ou une œuvre d'art ou des éléments comme ça. Mais pour un produit, juste pour vérifier l'authenticité, ben, ça peut être une photo, ça peut être du RFID qui est mis à l'intérieur en fait, et autres, ou simplement un simple QR code, notamment pour des produits d'occasion. Les Vinted en fait, et autres, à mon avis, mériteraient d'être tokenisés. Pareil pour le Bon Coin. Pour arriver à avoir une certification des échanges des produits en fait, et autres, on pourrait faire une généalogie comme ça de tous les produits qui sont amenés à être vendus, revendus, pour connaître le véritable historique. On l'a pour les voitures parce qu'il y a des cartes grises, on ne l'a pas pour un réfrigérateur. Moi, je suis en train de me poser la question d'un réfrigérateur, est-ce que je le prends d'occasion ou autre? Enfin, bon, j'en ai vu déjà 2-3 chez des particuliers. Grande question sur est-ce qu'il date vraiment d'il y a 3 ans et quelle a été l'intensité réelle d'usage. J'ai aucun moyen de le vérifier, même avec le numéro de série, parce que il y a des numéros de série qui sont pour des machines qui sont restées en stock depuis 2 ans et qui sont vendues. Donc, elle a peut-être que 3 mois. Et la personne me dit, je l'ai acheté il y a 3 mois, mais bon, voilà. Il n'a pas tout le temps les factures, n'a pas tout le temps, enfin, ou alors on va sortir une facture qui date d'il y a 3 ans, mais on ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux. Donc, au contraire des voitures, au contraire de tous ces éléments-là. Pareil pour une voiture, on pourrait très bien faire un token pour faire une sorte de crypto boîte noire pour les voitures qui permettent en fait de connaître vraiment l'usage de la voiture. Pour l'instant, regardez la pauvreté de la lecture que l'on a sur l'usage d'une voiture. On ne sait pas le nombre de... Moi, j'ai acheté un fourgon Ford, il a 180 000 km, mais je n'ai aucune idée du profil d'utilisation, en fait, alors que ça pourrait être blockchainé et certifié. Voilà, donc pour l'instant, j'ai juste le carnet d'entretien. Et le carnet d'entretien, j'ai aucune certitude sur le fait que les tampons correspondent réellement à quelqu'un qui l'a fait vérifier tous les 30 000 km. Donc voilà le genre d'introduction en fait, qu'il pourrait y avoir. Et quand on regarde l'exemple de Bonjour le Bon sur la traçabilité pour du produit courant, eh ben on peut remonter, il y a une vraie valeur derrière, exactement comme le bio. Le bio, quand il a été lancé il y a 20 ans, ça n'avait aucune valeur ajoutée. Maintenant, les produits bio, on est capable de les vendre 50% plus cher. Et pourtant, il n'y a pas une grande certification, c'est-à-dire le bio, du bio Carrefour ou autre, qui va avoir été fait en Égypte, contrôlé une fois par an, et on sait quand c'est contrôlé en plus, c'est assez facile de balancer tout et n'importe quoi comme ça sur le truc. Là, ça devient complètement autre chose. Il y a des photos qui sont prises, il y a un enregistrement en continu qui est fait et qui est rendu disponible. On a du Yuka 4.0 sous le pied. Voilà, pour être encore plus, je dirais, un peu radical. Le Yuka en déclaratif, j'y crois pas trop. Une question toujours de Franck sur notamment le stockage des infos, donc doc, photo, transit, dédouanement. Où sont-elles stockées, ces infos, du conteneur digital? C'est un choix qui est à faire. C'est un choix. Si on est tout seul, on peut les mettre sur les serveurs de l'entreprise. S'il y a plusieurs partenaires, et notamment si on fait du crédit documentaire, il va y avoir l'assureur, il va y avoir le transitaire, il va y avoir les autorités portuaires, les douanes, enfin un peu tout le monde. Et à ce moment-là, on met une boucle, un anneau, avec un partage des données et de ces données chiffrées. Alors, il y a deux choses, il faut bien séparer. Il y a les données chiffrées, donc les certificats, et les données elles-mêmes. Donc là aussi, il y a des codes, il y a une sorte de gouvernance qui va être à définir. Par exemple, dans le domaine, il y a des expérimentations qui ont été faites, et c'est en train de se propager au port du Havre, à Marseille, port de Marseille en fait et autres, où on définit les niveaux d'accès. Donc il y a des niveaux de chiffrement ou des clés d'accès qui sont booléennes, c'est-à-dire les douanes vont avoir accès par exemple à tout, sauf les tarifs. Quand on va traiter avec Danone et CMA-CGM, il va y avoir une info donnée sur le contrat qui les lie, mais en aucune façon les coûts de transit et un peu les éléments, un peu toute la structure de coût de CMA-CGM et le coût, je sais pas, qui va avoir été payé pour transporter les marchandises, le blésinat jusqu'à Shanghai. On ne connaîtra pas le coût de dédouanement en fait là-bas. Ça c'est complètement opaque en fait pour Danone. Donc il y a ces éléments-là, mais c'est un choix, c'est une architecture qui est à penser pour arriver à ce que ça soit le plus efficient, le mieux protégé en fait et autres. Et après, alors le summum et ma recommandation, c'est faire bien attention à le poser sur différentes blockchains. Les blockchains sont mortelles, on est encore dans une phase très darwinienne où elles sont en train de se battre les unes avec les autres. Il va y avoir des morts au combat, il en restera exactement comme pour les logiciels d'exploitation des mobiles. Ils sont partis, ils étaient 20 dans les années, c'était en 1900, c'était quoi, en 2000, en 2007, 2006-2007. Rappelez-vous, il y avait du Symbian, il y avait enfin, je vous passe un peu toute la liste. Bon, tout ça, il en est resté 2.
Si on regarde les voitures, par exemple, au début du siècle dernier, il y avait 120 marques de voitures en France, ben, il en reste 3. Voilà. Et la blockchain, ça va être un peu ce même truc-là qui va se produire. Donc, soyez attentifs si vous gérez des projets à la portabilité des blockchains comme ça, qui est à garder en fait, la portabilité des informations que l'on a. Donc dans le cas de CMA, de Maersk, de Danone, du port de Marseille, ce qui avait été fait, ça avait été de choisir 2 blockchains différentes. Voilà. Et comme ça, et il se trouvait c'était Bitcoin et Ethereum qui avaient été choisis. Okay. Merci Pierre. Une question également. Que pensez-vous des swarms, enfin des worms créateurs de coins? Une question de Claire Carbonneau. Est-ce que c'est assez large? Je ne sais pas si. Des worms, ouais. Des worms, ouais, je ne sais pas. Alors peut-être Claire, si tu peux te. Attends, je vais essayer de donner la parole. Effectivement, Claire, réactivation du micro. Parce que le worm, pour moi, c'est un ver de terre. Donc, le worm, ouais. Je n'ai pas encore vu de ver de terre qui est en train de créer de tokens, mais je vais les réinterviewer ce soir. C'est pour nous. Ouais, je ne sais pas si Claire nous entend, qu'elle peut réactiver son... Non, je n'ai pas l'impression. Ah si, Claire Carbonneau en bas. Ah voilà. Digital currencies represents the brand of a creator. It helps anyone give us value to fans. Ok. Moi, je ne connaissais pas. Merci Claire. Ok. Petite analogie aussi, une question sur les NFT vis-à-vis de Kodak. En fait, est-ce qu'il y a une question de Baler sur le token Kodak qui parle d'un early NFT éventuellement? Qu'est-ce que tu penses de... Ah ben, il est comment dire, à nouveau, on parle de NFT, je l'ai déjà mentionné la dernière fois, c'est plus un artifice marketing pour dire actif non fongible. Donc, mais l'actif non fongible, c'est dans la structure même depuis 2015. Il y a beaucoup de NFT en fait qui sont qui sont de facto. Donc on a stampé comme ça parce que c'est lié au marché de l'art et en effet c'est pas partageable. Mais j'attire juste votre attention sur le fait qu'un non fungible asset, il suffit de le fracturer avec des sous-tokens ou avec une note mécanique et on le refracture en fait et on le rend fongible à nouveau. Donc, enfin voilà, c'est une course. Bon, ça a été figé, ça a été brandé comme ça. Pour moi, c'est de la même nature que les smart contracts et on s'est S-bodyé devant les smart contracts en 2015. Et parfait, ça a lancé tout le mécanisme blockchain, toute la tension vers la blockchain qui n'existait pas jusque-là. On ne parlait pas de blockchain jusqu'en 2014. Donc, bon, formidable, ça a créé le nouveau vocabulaire en fait et autres. Bon, mais en soi, c'est plus de la création de bulles qui est en train peut-être de se dégonfler. Bon, mettons qu'elle mette encore 2-3 mois, mais on a déjà connu ça. Mais en soi, oui. Alors après, Kodak a une partie à jouer sur, en effet, le DRM, sur tout ce qui est document digital, sur tous ces éléments-là. Oui, là, le truc est clé, comme Fuji, comme autres. Et si j'étais Kodak, je l'étendrais petit à petit dans le plan. J'étendrais cela à d'autres applications, comme par exemple les droits d'écriture. Quand on fait des articles, journaliste ou pas, on peut très bien repérer 5 mots-clés dans une phrase qui va jouer le rôle elle-même de token, donc de repérage en fait de la manière dont l'article est utilisé. Donc là aussi, il y a de multiples applications sur des vidéos pareilles. YouTube le fait déjà pas mal parce qu'ils ont été obligés de le faire pour l'identification des musiques où on n'a pas le droit d'utiliser les musiques. Et donc ils font un scan quand même qui est assez précis comme ça sur toutes les musiques, voilà, et sur des vidéos déjà utilisées, des séquences déjà utilisées ou pas. Une question également sur la définition, de petite remarque de Greg Scular, qui était notre intervenant invité d'honneur pour Edera Hgraph, et qui notamment parle de différence entre coin et token sur le protocole DLT, sur un protocole DLT en particulier. Donc, il était revenu sur la définition d'un coin et token. Je ne sais pas si tu as une remarque particulière, Pierre, sur sa remarque notamment. La différence entre les deux. Je sais pas, j'ai juste un chien qui est en train de faire n'importe quoi derrière. Alors attends, je reprends.
Je ne sais pas si tu veux prendre la parole, Greg. Bien s'en sortir. Oui, je veux bien. Bonjour Pierre, bonjour tout le Oui, monde. bonjour Greg. Je me permettais de revenir sur la définition coin et token, où tu avais dit qu'un token, une fois qu'il est mis sur marché, devient un coin. Je pense que une définition peut-être plus générale au niveau de notre industrie, c'est qu'un coin est natif à une plateforme, donc Ethereum est un coin. Tout ce qui est créé par-dessus cette plateforme sont des tokens par le biais de smart contracts, par exemple, sur Ethereum. Et ils resteront toujours des tokens parce qu'en fait, pour transiter ces tokens, pour les échanger, il faut payer en sonnant trébuchant de coins d'Ethereum qui sont la base de la plateforme. Donc, souvent, on essaie de faire une différenciation à ce niveau-là, ce qui est natif à une plateforme et ce qui est construit par-dessus. Oui, d'accord, ok. Moi, c'est pour ça que j'étais un peu plus précis, c'est-à-dire moi, je suis reparti plutôt de l'étymologie, tu vois, de cette veine-là, qui sont un peu les tokens tels qu'ils peuvent exister en informatique depuis à peu près depuis bien une quarantaine d'années, tout ce qui peut être jeton d'authentification et autres. Et le deuxième point, c'est que le token peut être totalement différent en fait, d'une plateforme, avec une utilisation privée, et qu'on n'est même pas obligé d'avoir une plateforme en fait, pour le créer. Donc, tu peux créer des tokens actuellement. Moi, par exemple, travaille avec X ou travaille avec d'autres à Monaco, où on a créé des tokens sans avoir besoin de plateforme. Tu peux toi-même générer ta propre plateforme, ton mode de chiffrement en fait et autres, qui va te permettre de faire cela, alors pour une utilisation privée ou pas. C'est pour ça que, pour simplifier, j'ai fait cet élément-là d'un token qui peut être extrait, simplifié, enfin, qui n'est pas forcément lié à une plateforme déjà connue, enfin, déjà officielle. Et il est vrai que bon, quand tu vas travailler avec des personnes qui sont très Ethereum, elles vont te parler des diables, des 10 000 diables qui ont été créés, enfin un peu tous ces éléments-là. Et toutes les NFT, la facilité qu'offre Ethereum en termes de plateforme pour une création fait que ça devient mainstream. Mais sur le fond, tu as une possibilité de différenciation des deux et de création d'un token par du SHA, par une logique comme ça d'un certain nombre, enfin, et d'une distribution qui peut être propre à l'entreprise et pas forcément posée sur une blockchain publique. Ça peut rester privé et tu auras quand même du token à ce moment-là, surtout si tu le fais de manière industrielle. Tu vois, si te mets d'accord et tu as une sorte de collectif qui travaille. Après tout, il y a 10 entreprises. J'ai vécu ça sur des parcs d'activités où tu peux très bien créer comme ça quelque chose de commun qui devient un token de circulation. L'exemple du sel, on avait mis en place à Suresnes, on avait fait quelque chose comme ça, où on avait créé un token de circulation pour le système d'échange local. On avait créé juste des tokens qui pouvaient être échangés de mobile à mobile, donc en peer-to-peer, sans s'appuyer sur une plateforme, sur une blockchain publique. Tu vois, c'était beaucoup plus en collectif que ça fonctionnait, avec une base de données distribuée qui te permettait cet échange-là. Tu vois, et le token avait une d'échange. Dans cette optique-là, je le comprends. Je crois que ma réaction était plutôt vis-à-vis du commentaire, je crois, hein, je l'ai peut-être mal compris, que tu as fait, où à partir du moment où un token est mis sur marché, autrement dit, il devient public et peut être échangé par tout lambda, il devient un coin. C'était plutôt dans cette optique-là. Il y a cette dimension-là, en effet. Tu vois, moi aussi, là, quand j'ai essayé d'éduquer des grandes sociétés ou même des Total et autres, pour arriver à dire est-ce que c'est intéressant pour vous de faire une ICO en fait, et autres, je séparais comme ça les phases pour arriver à leur faire comprendre. Tu vois, la décomposition analytique permettait de bien sentir la bascule et de ne pas sentir que travailler avec Orange, ils ne voulaient pas faire d'ICO. Donc, tu ne veux pas faire une ICO, qu'est-ce que tu fais? Notamment sur le vote, pour faire voter un pays africain où il y a 50 millions de personnes, tu décomposes et tu parles bien de tokens et tu leur laisses l'option l'ICO pour vous faire une levée, pour vous faire les 500 millions d'euros, pour faire une propagation sur l'ensemble des 52 autres pays africains pour la procédure, tu vois, qui est là. Donc c'est beaucoup plus dans une finalité pédagogique, tu vois, que j'ai fait cette remarque-là, parce que sinon les gens modifient entre token, coin, enfin tu vois, il y a une grande complexité quand on baigne pas là-dedans, tu vois, depuis pas mal de temps, à bien discerner entre les cryptos, les autres, enfin, si tu n'as peut-être pas vu la présentation la dernière fois, mais j'avais tout mis sur une charte
comme ça pour représenter une sorte de diagramme de Valls qui permettait de bien montrer les difficultés sémantiques qu'il y avait à être dans ce secteur-là. En plus de ça, avec des Américains qui ont des terminologies que l'on traduit de manière approximative. Enfin bon, voilà, tout ça est un peu complexe. Donc c'est encore un tout petit peu flou, mais bon, pas très grave en final. Il nous reste Merci. Merci beaucoup. Il nous reste 2-3 minutes. Juste une question pour la fin. Pour toi, Pierre, qui est aussi, comme tu nous as expliqué aussi, a participé en tant que pionnier à ce phénomène de tokenisation. La tokenisation est inéluctable, un phénomène inéluctable pour toi? Comment tu vois les choses? Et puis si oui, pourquoi? Et tu nous en as déjà donné un petit peu la couleur, mais pour quel domaine en particulier ce serait le plus facile? Quelle échelle de temps? Et puis les plus gros challenges à dépasser pour toi? Je pense que oui, c'est vraiment une tendance de fond, parce que la blockchain en elle-même, c'est une technologie. La tokenisation, c'est vraiment une philosophie, une manière d'aborder. C'est un peu comme le e-commerce. Tu vois, à un moment, tu regardes un business et tu te dis, tiens, il y a l'Internet, la techno, la plateforme, et comment est-ce que je fais la translation, tu vois, pour la faire bouger? La tokenisation, c'est un peu la même nature. Tu te retrouves avec un outil supplémentaire en tant que DG de boîte pour faire de la création de valeur, pour encapsuler la valeur de la boîte, valeur future, valeur immédiate, valeur passée, mieux valoriser des patrimoines. Enfin, tu vois, il y a des tas de choses comme ça. Donc, je me dis, tiens, il y a quelque chose. Par exemple, la rénovation, proposition qui avait été faite à Stéphane Bern, plutôt que de lancer une loterie pour les monuments, pourquoi ne pas tokeniser en fait chacun des monuments et dire, si vous participez pour 10 € enfin, sur le truc, vous aurez droit au travers d'un token à une possibilité de venir dans ce monument-là ou les autres, une fois qu'il aura été rénové, pour une nuit d'hôtel, ou alors une réduction sur une nuit d'hôtel, ou quelque chose comme ça, ou l'organisation d'un événement, d'un mariage, en fait, ou autre. Donc là, je me dis, il y a des manières de prendre des problèmes, qui sont tellement fraîches, tellement nouvelles, que c'est dommage, en fait, de pas le faire. Alors, ceci dit, quand on regarde Internet, moi, j'ai vécu à Internet en 93, depuis 93, c'est monté jusqu'en 2000, ça a explosé ça devait être le 26 mars à peu près, le truc a complètement explosé, c'est dégonflé, et puis tout le monde a dit, ça y est, c'est fini, c'est derrière nous. Bon, non, ça ne faisait que commencer, mais ça a pris du temps. Donc là, les fils de téléphérique, les chaînettes, en fait, que l'on peut voir sur les valeurs comme ça du Bitcoin, ne montrent que des engouements comme ça successifs, mais ce sont des vagues, je dirais, de surface. La vraie vague de fond est en train de se propager dans l'industrie, dans le partage, dans le collaboratif, dans la philosophie, dans la géostratégie, dans tous ces éléments-là, comme ça, qui vont être, qui me semble, vont être clés. Et tokenisation / blockchain, c'est vraiment l'équivalent d'Internet. Quand on était en 80, quand ça a commencé en 94, là on serait en 98-99. On n'a pas encore vécu de crise majeure, mais le truc c'est en train de se propager. Et en termes de challenge d'un point de vue des métiers, d'un point de vue fonctionnel, tu verrais que le challenge il est plutôt sur la partie légale, réglementaire, la partie plutôt adoption, usage, pour favoriser l'adoption, qu'est-ce que tu penses Ouais. Il y a un peu de tout en même temps. Tu vois, ça dépend. Regarde les secteurs qui n'avaient pas été trop travaillés jusque-là, comme la finance, plutôt rétifs parce que ça demande des autorisations, ça demande tous ces trucs-là. Ça y est en train d'être percuté de plein fouet, donc ça va se mettre à bouger. Alors que Bercy a été informé. Moi, j'étais à la direction du Trésor en 2017 pour déclencher l'AMF, déclencher l'ANC, enfin tu vois un peu ces trucs-là. Et c'est 4 ans après. Et à l'époque, on a essayé de regarder la fiscalité, mais la DGFiP disait oh là là. Donc il voyait plus de problèmes. En plus, ça, il était en train de faire le prélèvement à la source, de préparer tout ça. Donc c'était pas le moment. Bon, comme toujours, c'est jamais le moment. Donc mais c'était important, mais pas encore traité. Donc ça ça va dépendre des secteurs. Tu vois. Le luxe a beaucoup à faire, mais il y a 4 ans, j'avais la réponse des services en charge de la contrefaçon, mais qui était mais monsieur Papleron, vous voulez tuer notre job ou quoi? Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais en face de ça? Tu dis non, je ne veux pas tuer votre job, je veux juste vous rendre plus efficace et faire des allocations financières un peu plus adéquates dans notre entreprise. Donc, regardez le LVMH, ça a mis 4 ans, alors qu'il y a toutes les intelligences qu'il faut à la tête et un peu partout dans la boîte pour enfin créer une plateforme commune avec
avec un peu tout le monde, Cartier, Co, en fait, tu vois, pour arriver à gérer tout ça. Et notamment, à mon avis, pour du marché d'occasion qui est en train d'exploser pour des produits luxe.